Plus tard, avec Napoléon en 1802, le noir a été stigmatisé. Il rétablit l'esclavage et le code de Napoléon existe encore aujourd'hui en code civil, qui n'a pas été modifié. Après ça, on a des Attends, lois attends, qu'on attends, va juste, je te coupe appeler... parce que tu viens de dire que le code encore de Napoléon, c'est encore là. Non, le code Napoléon de 1800 est encore en code d'actualité, en code civil. Oui, oui, il n'a pas été modifié. Bienvenue au Goûter panafricain, au nouveau numéro. Aujourd'hui, le sujet, ça va être le racisme anti-noir, la négrophobie. Sujet vraiment très intéressant et encore d'actualité malheureusement. Et aujourd'hui, j'ai deux beaux invités pour parler du sujet. On va commencer par la dame du groupe qui est très mystérieuse. C'est Soot. Comment tu vas? Je vais bien, merci donc de me permettre de participer à ce panel qui est donc d'actualité. Merci beaucoup, encore une fois. Il n'y a pas de problème, merci à toi. Et en haut à droite, président d'Africains du Monde, le fervent animateur des précédents podcasts. On aime beaucoup t'avoir avec nous. C'est Thibaut Obou. Comment tu vas? Merci Thomas, je vais très très bien, en pleine forme. En pleine forme malgré cette situation de Covid qui nous Ouais, embête tous. ouais, exactement, qui nous embête tout. D'ailleurs, j'ai vu que les Pays-Bas, la Hollande allait faire bientôt allait faire un confinement là, bientôt. Ouais, si, si, c'est Donc, ce qui a été annoncé. donc peut-être que, qui sait, on n'espère pas que ça va arriver en France, mais ça se rapproche quoi. Ça se rapproche, mais il y aura des mesures aussi au mois de janvier, Ouais. un peu plus restrictives. Ok, alors là on va, comme je disais, là on va traiter d'un sujet qui est malheureusement toujours d'actualité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu une agression d'une petite jeune, mais ça on en parlera plus tard. Euh, donc on va parler du racisme anti-noir. On peut appeler aussi ça de la négrophobie. Et je voulais avoir un petit peu vos avis sur ça. Parce que on a tous déjà des âges différents sur ce podcast. Et je voulais que vous parliez naturellement de ce racisme anti-noir. Peut-être que c'est une utopie, peut-être que ça n'existe pas, ou peut-être que si ça existe. Je voulais avoir un petit peu vos avis et savoir pour vous, déjà, est-ce que le racisme anti-noir existe vraiment en France, si on parlait d'en France. Je voulais passer la parole déjà commencer par Sout et ensuite toi, Thibaut, parler librement sur ce sujet. Bon, là c'est à la fois un sujet proche et un sujet lointain, en ce sens que en posant donc la question de savoir si c'est une utopie, je crois que c'est une réalité, une vraie réalité, parce qu'il y a ce qu'on appelle un décompte macabre en France. Parce que c'est aussi affirmer qu'il existe une tentation de faire des conflits et qu'à tout moment cela peut se transformer en guérilla. On parle effectivement des guérillas urbaines et on sait très bien qui sont les acteurs donc de ces actions donc sur le terrain. Ce sont des personnes donc issues soit de la Guadeloupe, de l'Afrique et puis du Maghreb. Alors, qu'est-ce que tu veux Et dire par là? C'est-à-dire, tu penses que euh, s'il y a une guérilla, c'est... Est-ce que tu peux expliquer un peu ton propos? Pas très bien. c'est-à-dire qu'en 2005, il y a eu deux jeunes qui ont été électrocutés suite à une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Et à la suite de ça, il y a eu pour la première fois, chose qu'on n'avait jamais vue, un couvre-feu. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, à cette époque ministre de l'Intérieur, a envoyé effectivement des hélicoptères pour pouvoir effectivement circonscrire donc de manière très claire une zone urbaine, à la suite effectivement des débordements soi-disant en représailles à la mort donc de ces deux jeunes. Il y a eu ce qu'on appelle une situation de révolte, de manière très spontanée. Et on a le sentiment aujourd'hui qu'à tout moment, ça peut repartir. Il y a toujours des gens ici qui occupent des postes officiels, qui mettent l'huile sur le feu. C'est ce que j'essaye de dire aujourd'hui. Alors, qui peut dire que les homicides, les agressions, que rien ne s'est passé, qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Ouais, mais là, Bon, je pense qu'on s'écarte un petit peu. Moi, ce que je peux te poser la question, c'est est-ce que tu penses réellement qu'il existe un racisme anti-noir? C'est vrai qu'il y a eu les émeutes avant de la banlieue, tout ça, mais plus spécifiquement
noir. Est-ce que tu penses que ça existe? Oui ou non, ou peut-être ça existait avant et que ça n'existe plus maintenant, mais je voulais Bah, savoir ton expérience, à toi, mon avis, ton il avis. existe une constante dans les pays européens, c'est l'existence d'homicides et les actes à caractère négrophobe. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Il y a même dans certains pays, et même à une époque pas très si éloignée que ça, de manière très structurelle, très au niveau donc du système, des manières de circonscrire, de faire en sorte que les populations mélanodermes ne puissent pas accéder à certains avantages. Donc, je ne l'invente pas, ce n'est pas de l'ordre de l'imaginaire, c'est une réalité. Donc on est là ici, sur cette chaîne, pour pouvoir effectivement lever les ambiguïtés. Ok, l'avis de Thibaut, est-ce que pour toi, le racisme anti-noir existe-t-il ou n'existe-t-il plus? Si vous voulez avoir ton avis. Merci Mathieu, merci Adjessout Thomas, merci Thomas et merci il n'y a pas Adjessout de problème. pour ton avis qui est réel, et merci Thomas aussi déjà pour la chaîne et puis pour aussi le débat que tu organises depuis un certain temps. Ce qui est sûr, en ce qui concerne la négrophobie et le racisme, pour l'Europe et pour la France en particulier, il faut dire une chose qui est nette et claire, elle devient institutionnelle et culturelle. Institutionnelle, je m'explique. Nous sommes dans un État qui a toujours fonctionné à travers des lois qui ont figé le noir. Depuis le Code du noir, 685 Colbert, le noir n'a pas sa place dans la société française. Après ça, on s'est rendu compte que plus tard, avec Napoléon en 1802, le noir a été stigmatisé. Il rétablit l'esclavage et le code de Napoléon existe encore aujourd'hui en code civil, qui n'a pas été modifié. Après ça, on a des lois qu'on va je te coupe appeler... parce que tu viens de dire que le code encore de Napoléon, c'est encore là. Non, le code Napoléon de 1800 est encore un code d'actualité, en code civil. Oui, oui, il n'a pas été modifié. Oui, oui. C'est-à-dire c'est un code plutôt raciste alors. C'est pas un code Non, noir. le code civil. Ok. Le code civil français qui date de Napoléon n'a pas été abrogé. Et il est encore aujourd'hui d'actualité. Mais rassure-moi dans ce jeux. code civil, il n'y a pas de faits racistes ou de négrophobes dans ce code civil ou pas? Mais à partir du moment où le code civil a été pris dans un moment très dur, à la fois de racisme et tout ça, et qui n'a pas été abrogé, qui continue encore, mais l'esprit est là. Et ouais. L'esprit en lui-même n'a pas bougé, donc je continue quand même. Donc après, on a quoi? On a les codes sur le travail forcé. On est dans les années 56. C'est-à-dire qu'on obligeait les Noirs à travailler sans être payés dans les départements et tout ça. C'est ce qui était en vigueur. Et après, on a eu la départementalisation, mais ça n'a rien changé. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a aujourd'hui, par exemple, on en a les lois sur l'immigration. Toutes les lois sur l'immigration qui sont prises, ce sont les lois qui visent les Noirs. Et donc, du point de vue institutionnel, on n'est pas étonné, puisque après les institutions, les gens réagissent. Puisque si les institutions eux-mêmes favorisent ce type d'actes, comment voulez-vous que ceux qui vivent dans ces pays soient en sécurité? C'est pas possible. C'est pas possible. Et maintenant, je vais prendre des exemples pour illustrer. Par exemple, vous avez, dans tous les aéroports européens, vous avez ce qu'on appelle des centres de rétention. Et dans ces centres de rétention, qu'est-ce qu'on retrouve? 90% des populations des centres de rétention, c'est les Noirs. Et qui sont tous dans les aéroports. Alors, c'est pas normal. Hachem-Sous, tu veux dire quelque chose? Oui, mais alors Thibaut, c'est vrai que ce que tu viens donc d'affirmer pourrait pour certains être récupéré en disant si dans les centres, dans les prisons, etc., on retrouve une population mélanoderme, c'est que ces gens-là sont en infraction. Donc, oui, sauf qu'on a le droit, ici on est dans un pays
qui s'est glorifié tout seul de dire que c'est un pays des droits de l'homme, donc entre guillemets les droits humains. Donc par rapport à ça, le droit humain, on ne doit pas retenir quelqu'un en rétention sur le seul fait qu'il n'aurait pas de visa. Le droit humain transcende le droit sur l'immigration. Alors comme on a accepté le fait que l'humain en lui-même n'est plus important, bon, on peut le mettre en rétention, on peut le mettre en prison, dans les aéroports. Et ce qui est grave, c'est que la plupart du temps, 30% de ceux qui se retrouvent dans les centres de rétention, ils ont leurs papiers en règle. Donc ça veut dire que en gros, ils sont emprisonnés de manière limite illégale en fait. Pour quelle raison et 30% sont emprisonnés de façon illégale. Pourquoi? Parce qu'il y a le prétexte que, étant donné que sur son compte, actuellement, pendant qu'il est aux frontières, son compte, le dépôt d'argent qu'il a sur son compte ne correspond pas à son séjour en France, par exemple, alors qu'il a son visa. On peut considérer aussi qu'il n'a pas loué, il n'a pas réservé d'hôtel, et par conséquent, on peut le retenir en prison. Ça n'a pas de sens, tout ça. Maintenant, d'autres exemples aussi au niveau même intérieur. Dans les hôpitaux, par exemple. Dans les hôpitaux, toute personne, noire, français ou pas, quand il descend dans un hôpital et qu'il dit qu'il a du paludisme, il est mis en quarantaine. Il est systématiquement mis en quarantaine. Pourquoi? C'est pas le cas, tu veux dire, des autres communautés? Non, pas du tout. Ils sont mis systématiquement en quarantaine. Et alors, s'il dit qu'il vient de l'Afrique, c'est même pas la peine, ça devient normal qu'il soit mis en quarantaine. Alors que je le dis ici pour tout le monde, c'est que le paludisme n'est pas une maladie africaine. Le paludisme est une maladie européenne et française qui a décimé la population de Versailles pendant longtemps. Le roi lui-même a été touché par le paludisme. Et par exemple, vous avez Versailles. Le tiers de la population de Versailles a été décimée par le paludisme. Ok. Alors je voulais pas trop qu'on dévie un petit peu du sujet. Je voulais vous parler. Non, mais c'est le même sujet. Ouais, c'est le même sujet. C'est dire que institutionnellement, il y a des lois qui ont été mises en place et que dans la pratique, l'hôpital, c'est quand même, c'est pas rien l'hôpital. C'est quand même la pratique. Bien sûr. Un autre exemple simple que tout le monde voit, mais bon, c'est tellement rentré dans les habitudes qu'on ne le voit plus. Par exemple, chez les coiffeurs. En France, chez les coiffeurs, le noir ne peut pas entrer dans n'importe quel salon de coiffure, c'est pas coiffé. On va donner des arguments qu'on veut, mais c'est pas normal. D'ailleurs, en parlant de coiffure, je crois qu'il y a eu un scandale récemment avec une des Miss à Miss France qui avait un bel afro. Mais vu que les coiffeurs, la plupart sont non noirs et ne savent pas comment bien coiffer les cheveux afro crépus, du coup, je crois qu'elle est arrivée, elle s'est présentée et sa coiffure était totalement dans le désordre. Et ça aussi, ça a fait un petit peu un buzz. Mais je voulais revenir un peu sur vos expériences à vous personnelles. Est-ce que vous avez été confronté dans votre vie, dans le cours de votre vie, à un racisme anti-noir? À Shensout? Non. Je vais laisser passer parler à Shensout en première. Alors, bon, là, tu me poses une question qui est tout à fait personnelle. Puisque, bah oui, vu que moi, je pense que les abonnés voudraient vous connaître un peu plus personnellement. Voilà. Bon, on peut citer autant d'exemples que l'on veut. On peut citer à une certaine époque, dans les années 90, on rentrait dans une boulangerie, on voyait une pâtisserie qui s'appelait Tête de Nègre, par exemple. Voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai effectué une formation à Rouen et une formatrice, elle était complètement décomplexée. Au lieu de dire une couleur marron, elle dit couleur tête de nègre. Vous voyez, donc c'est des choses qui, pour ces gens-là, ça va de soi. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal. Il y a une tentation continuelle, il me semble, de se faire affronter des groupes à d'autres en désignant des personnes mélanodermes comme dépourvues d'accès à des droits élémentaires. Et ces personnes mélanodermes, pour la société occidentale, c'est problématique. Alors pourquoi? On aura effectivement l'occasion de l'aborder, mais c'est quand même assez patent, parce que on a le sentiment que les mélanodermes vont porter atteinte à la conscience humaine. Et que comme ils vont porter atteinte à la conscience humaine, on va mettre en scène des actes violents qui défient les lois de la République. Alors je rappelle que la République, c'est quand même
une manière de la chose publique en quelque sorte, hein, et elle se fonde, hein, sur les droits de l'homme, hein, et les libertés fondamentales, et que là, on a l'impression que ce mode d'organisation est fondé sur le sacrifice d'humains. Et c'est ça qui gêne un peu, parce que lorsque tu me poses la question de si moi, personnellement, avec l'âge que j'ai, mon arrivée dans ce pays, est-ce que je peux mettre en évidence certains actes racistes? Oui, je peux. Ça. Il y a des pays en Mais Afrique qui l'ont connu. pourtant, t'es française. Tu devrais Oui, pas avoir mais d'acte raciste. les personnes africaines sur leur territoire, c'est ce qui est assez étrange, ne sont pas entourées de blancs. Et pourtant, la minorité blanche en Afrique du Sud ont imposé cette vision-là. Qu'est-ce que tu veux dire par vision? Des actes défis. C'est-à-dire de séparer les uns des autres. lois de la conscience. Donc, la question de la négrophobie, on peut se la poser, est-ce que c'est structurellement ou est-ce que c'est quelque chose qui est fondamentalement dans... c'est dans l'essence même de l'européen. Alors ça, c'est une autre question. Thibaut, Oui, sous les Thomas, rebondir. moi, en tant que président d'Africains du monde, qui nous défendons les intérêts et les droits des Africains, quand un Africain est touché par un acte raciste, c'est moi qui suis touché. Je donne un exemple concret, Thomas. Aujourd'hui, vous avez dans les musées français, vous avez les restes des humains africains qui sont exposés. Vous allez au musée du Louvre, vous avez des mobiles qui sont exposés. Et les gens payent pour venir regarder. Mais ça, c'est un acte infamant. Vous avez au musée de l'Homme aujourd'hui des têtes, des crânes des Africains qui sont là-bas. On est en 2021. On n'est pas il y a 200 ans. Non, j'ai dit aujourd'hui, vous allez dans les musées, vous avez des crânes humains, des crânes des Noirs qui sont exposés. Donc ça, c'est le racisme suprême. Et vous avez vu, il y a eu une exposition à la Villette, je crois, il y a l'année dernière ou 2 ans. Mais vous avez aussi les momies. Vous avez la télévision de façon continuelle. Quand il y a les découvertes, mais qu'est-ce qu'on nous montre à la télévision? Les dépouilles des Africains. On ouvre les cercueils. On filme. Et on dit, ah tiens, il y a 5000 ans, il y a quelque chose. Mais on parle de quoi là, hein? C'est les cercueils qu'on ouvre. C'est de la profanation au quotidien du noir. Et ça, c'est au quotidien. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que ça devient quelque chose de normal, mais ce n'est pas normal. Thomas, je connais un peu Gare du Nord. J'aime bien en parler de Gare du Nord. D'accord. Donc je disais qu'à Gare du Nord, par exemple, vous avez 90% de la population qui circule par Gare du Nord. Ils n'ont aucun commerce. Il n'y a rien qui les représente à la Gare du Nord. Est-ce que ça, c'est pas le summum du racisme? Et ça, c'est pas le summum de la négrophobie? On est en France, hein. On est en France. On a eu récemment, en Nouvelle-Calédonie, il y a eu le référendum en Nouvelle-Calédonie. La population blanche qui est arrivée récemment a déséquilibré la population kanak. Et là, aujourd'hui, le référendum a été remporté par ceux qui ne veulent pas l'indépendance. Est-ce que ça, c'est pas du racisme institutionnel, organisé? En France, c'est permanent. Il y a des boulangers qui n'ont pas encore enlevé dans leur rayon, Jessus venait juste de le dire, les têtes de nègres et tout ça. C'est encore d'actualité. Tu penses, je sais, il y en a, dans les années 90, 2000, il y en avait encore un peu. Maintenant, ils ont fait attention, on le voit beaucoup plus. Maintenant, ça s'appelle tête meringue au chocolat ou un truc comme ça, mais c'est toujours la même chose. Et ouais. puis, il y a dans les chocolats aujourd'hui, dans les grandes surfaces, on peut les citer, Carrefour et tout ça, il y a Banania. Ouais, Banania, ouais. Encore Banania, vendu aujourd'hui, hein, en pleine France, c'est encore vendu. Donc, nous sommes dans un pays où le racisme du noir, il est institutionnalisé. Il faudrait... Ouais, vas-y, je laisse continuer, vas-y. Oui, on fait en sorte que, en fait, le noir lui-même, quand il se trouve en Europe ou en France, se sent extérieur de la société française. Alors, comme je le répète durant tous nos vidéos, c'est que le noir, il est le premier habitant de la France. Donc, comment se fait que ce premier habitant est toujours mis à l'extérieur de son propre pays? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est exactement. Et au jour d'aujourd'hui, Thomas, je finis juste encore.
les grandes chaînes on va dire, que tout le monde regarde, TF1, Antenne 2, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de noir qui présente un journal. On est en 2021. Bah, Est-ce que ça, c'est pas du racisme? c'est intéressant que tu parles de ça parce que je regardais, il y avait le CSA, là, le comité de l'audiovisuel, et le CNCDH, qui est la communauté des droits de l'homme, enfin, qui est encouragé pour lutter contre la négrophobie, d'encourager en fait la représentation des hommes et des femmes noirs en fait dans les fonctions d'expertise et qu'on les voit un peu plus au niveau de l'image. Est-ce que vous trouvez que ça s'est amélioré depuis 10 ans au niveau de l'image, qu'on voit plus de noirs à la télé ou je sais pas dans les publicités, etc., ou que ça n'a pas trop changé? Vos avis? Alors, alors, Et est-ce que il vous est pensez vrai. que ça peut être la solution de voir plus de noirs en tête d'affiche? Alors moi je voudrais, parce que j'avais effectivement visionné un certain nombre d'interventions d'un représentant donc, de la brigade anti-négrophobie, hein, qui avait effectivement très bien explicité hein, les ressorts de la négrophobie au travers de la publicité, du cinéma et puis de la musique. Euh, Là, on est plutôt au niveau de l'imaginaire, c'est-à-dire comment est-ce que les personnes, hein, au niveau culturel, vont s'emparer d'un espace où ils ont une certaine liberté d'être noir ou blanc. Hein, c'est-à-dire que pour un blanc, il peut être un peu comme Elvis Presley, il peut chanter du noir. Vous voyez? Donc c'est vraiment un espace un peu préservé où le blanc se joue des codes. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, faire de l'anthropomorphisme, se mettre en scène un animal qui a des attributs humains. Il va être un blanc avec des attributs de noir. Il va se grimer en noir. Vous voyez, c'est de l'ordre effectivement de l'imaginaire. Moi, je pense que ce que vient de dire le représentant donc d'Africains du Monde, Thibault, est extrêmement important. Là, il vaut mieux parler de choses qui fondent le vivre ensemble, c'est-à-dire la République et la démocratie. Mettre des personnes en centre de rétention sur des motifs fallacieux, là on touche réellement à quelque chose qui est de l'ordre de l'existence même de l'être humain. Ce n'est pas son image uniquement, c'est est-ce qu'il peut vivre avec le moins possible sur un territoire. Lorsque l'on met quelqu'un en centre de rétention sans qu'il puisse se soigner, sans qu'il puisse se défendre, sans qu'il puisse manger, etc., avec seule espérance, l'insulte de lui dire tu vas retourner d'où tu viens parce que chez toi on est persuadé que même nous-mêmes on peut faire mieux que ce que tu fais, c'est ce que nous disent les Européens lorsqu'ils arrivent en Afrique, c'est la suprême insulte. Et c'est là que l'on doit être vigilant. Parce que, n'oubliez pas, j'ai effectivement fait des recherches, mais je dois encore continuer. L'Afrique, avant l'arrivée des Européens, était déjà des États démocratiques. Pas démocratiques au sens où on l'entend aujourd'hui en France et en Europe, mais ils arrivaient à vivre ensemble. Et ça, c'est très important. Alors quand tu dis ils arrivaient à vivre ensemble, c'est-à-dire c'est-à-dire entre pays qu'il y avait africains, les clergés, il y avait le clergé, il y avait les personnes détenteurs donc, investies donc, du pouvoir politique. mais les Pas personnes non forcément. africaines qui venaient dans les pays africains, par exemple une personne blanche, non noire, comment elle était accueillie? Est-ce Alors, il qu'il y y avait avait des du personnes racisme dessus? non noires qui étaient intégrées dans des sociétés antiques africaines. Je n'ai pas vu des cris où on tue parce qu'il est blanc, hein, sur ce seul motif, un Européen en terre africaine. C'est vrai que on peut chercher dans l'histoire. C'est rare de voir des actes racistes, mais inverse. Alors, ce que dit aussi Thibault, c'est que lorsque l'on renvoie une personne africaine dans les geôles et en lui disant tu retournes d'où tu viens, c'est lui renvoyer l'image qu'il n'est pas citoyen. Donc, c'est un peu une lecture du partage d'un espace. C'est-à-dire qu'à l'époque, la cité était occupée par des gens qui étaient non citoyens. Et c'était des esclaves, etc. Donc, on pouvait en faire ce que l'on voulait. C'est-à-dire que ceux qui étaient les décideurs, ceux qui avaient la citoyenneté,
faisaient donc des esclaves ce dont ils avaient, selon leur bon plaisir en quelque sorte. Vous voyez? Et donc là, lorsqu'on renvoie une personne africaine en lui disant tu n'es pas citoyen de ce territoire-là, c'est un peu de ça dont il s'agit. Et les meurtres et les homicides à l'égard donc des personnes mélanodermes relèvent un peu de ça. C'est-à-dire, on fait de personnes ce dont on a envie. Oui, c'est ça. Et donc, Thomas, pour continuer un peu sur le racisme institutionnel, je vais prendre aussi notre exemple sur l'école élémentaire. À l'école élémentaire, on apprend aux enfants l'évolution humaine. Donc, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui se passe sur les images qu'on montre aux enfants? C'est-à-dire que l'enfant, l'humain, l'être humain, il reste accroupi, il est noir, accroupi, et quand il commence à se lever, il devient blanc, il commence à marcher. C'est vrai. Et là, aujourd'hui, on apprend ça dans les écoles aux enfants. C'est vrai on fait même pas attention, c'est vrai, mais c'est vrai. Voilà, quelle image voulez-vous que l'enfant ait? Alors qu'on sait pertinemment que l'homme moderne qui arrive en Europe, c'est le noir. Il arrive en Europe moderne, et il arrive en Europe en tant que roi. Pratiquement toutes les royautés sont africaines. Donc comment se fait-il qu'on enseigne à l'enfant que non, si tu es accroupi, tu ne marches pas, tu n'es pas encore humain. Et que pour être humain, il faut être blanc, il faut être debout. Ça, c'est un. Aujourd'hui encore, on observe que à Calais, par exemple, à Calais, il y a beaucoup d'Africains qui doivent partir en Angleterre et qui sont maintenus à Calais avec des policiers un peu partout. Et quand ils veulent partir avec des raids, mais on tire sur leur rad par des gens qui sont censés les mettre en sécurité. Et donc, quand ça commence à échapper à leur information, ils versent des larmes de crocodile pour dire qu'il y a un drame à Calais et que les gens sont morts. Mais quels sont ceux qui sont morts? Regardons, c'est les Africains. Mais ça n'intéresse personne. Mais c'est tous les jours que les Africains meurent dans la Méditerranée. C'est tous les jours que les Africains meurent sur les plages italiennes, espagnoles et tout ça. Mais les gens, ils s'en foutent complètement. Est-ce qu'on a vu ici des associations françaises qui ont manifesté pour dire, mais écoutez, c'est pas normal qu'on puisse tuer des gens comme ça à 2 pas de chez nous et ça ne meut personne. Ça veut dire que intrinsèquement, ils ont intégré la possibilité que le noir n'était pas un humain comme eux. Donc, le noir peut mourir. Bon, on passe, on fait autre chose depuis la plupart du temps. S'asseoir à 20h au journal de 20h. À 20h, il y a quoi à 20h partout dans le monde et en France? Les gens dînent, ils sont à table. Mais ça leur est jamais arrivé dans la tête de dire non, à 20h, on ne passe pas ça à table puisque les gens sont en train de manger. C'est-à-dire que l'indignation n'est plus à partir du moment où on est africain. Non, je pense que c'est non seulement une histoire institutionnelle, mais c'est une histoire culturelle maintenant. Ça vient de la culture. Je donne un autre exemple. Il n'y a aucune organisation blanche, j'entends, qui manifeste pour qu'il y ait réparation du fait de l'esclavage, du fait de la colonisation et du fait de l'immigration. Tout le monde est unanime à considérer que on peut mettre des lois contre des Noirs, ça passe. Aucune association ne se lève pour dire non, on ne peut pas faire ça. Mais comment est-ce possible dans une société, il n'y a aucune réprobation? Aucun individu ne se laisse pour dire mais non. Un autre exemple, on a récemment, il y a 2 jours, la candidature de Taubira a annoncé qu'elle va éventuellement se présenter aux élections. Mais quelle a été la réaction des Verts? Une réaction épidermique, raciste. Alors on nous demande de se mettre ensemble. Alors il faut encore un autre candidat qui arrive pour se mettre ensemble. Ça, c'est le candidat des Verts qui parle. Alors qu'elle est censée être dans leur camp. Tu veux dire qu'ils ont limite fait scission, parce que j'ai pas trop suivi, mais tu veux dire en fait en gros qu'ils sont désolidarisés de Taubira. Il y a 2 jours, Taubira a invoqué la possibilité de se présenter aux élections présidentielles. Yannick Jadot a réagi immédiatement. Vous dites, mais écoutez, on nous demande d'être ensemble, et là maintenant il y a d'autres candidats qui viennent se rajouter. La politique, c'est du sérieux. On ne peut pas venir comme ça sans être préparé. Il s'agit quand même d'une ministre de la Justice.
Taubira a lutté depuis plus de 30 ans, elle est dans la politique. Donc on ne peut pas parler d'une organisation, de sérieux, de quelqu'un qui a Expérience de tout, 30 ans. toute l'espérance de 30 ans, tous les bagages académiques, toute l'espérance professionnelle. Elle ne vient pas pourrir. Et en plus, elle a une communauté. La France ne reconnaît pas des communautés, mais la France a les départements un peu partout. Donc, pourquoi elle ne se présenterait pas? Le racisme est tellement fort dans l'esprit des politiques et dans l'esprit de tout le monde que chacun parle comme il veut, même si on fait semblant qu'il y a une sanction, donc c'est devenu pénal, le fait que les actes racistes sont pénalisés, en réalité, elles ne sont pas réellement condamnées. Puisqu'on ne peut pas comprendre qu'encore aujourd'hui, en 2021, en France, puisse avoir ce genre de réaction des politiques. On On parle. aurait pu considérer que c'est une candidate comme une autre. Chacun fait sa Exactement. campagne. Alors, Chacun fait sa campagne. Tu voulais rebondir, Hachensout? oui, je voudrais juste revenir un peu. C'est vrai que je suis très émue donc, lorsqu'on parle de tout ça et on s'emporte, mais Mais pourquoi t'es ému? je suis émue parce que ce que dit Thibaut, c'est un perpétuel recommencement et pour moi, il y a toujours une fin de quelque chose qui est institué. C'est ainsi. C'est dans l'ordre des choses. Il y a toujours quelque chose qui naît, qui grandit, qui décline pour pouvoir laisser la place à autre chose. La République n'a pas toujours été en France, mais c'est un mode d'organisation qui est bien ancré en France et qui est synonyme de démocratie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la démocratie renvoie à celui qui participe aux décisions politiques en tant que citoyen. Et donc, on peut dire que toutes les personnes qui ne sont pas citoyennes sont exclues donc, de ce mode de décision, en quelque sorte, des représentants. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc de ceux qui ne sont pas citoyens? On les met en centre de rétention? Les victimes mélanodermes, qui sont justement ostracisées. Alors, il faut se rappeler que le mot ostracisé, c'était aussi un principe démocratique pour pouvoir effectivement éloigner les gens qui mettaient à mal ce système-là et donc on les éloignait justement pour se protéger. Donc est-ce qu'on n'est pas sur une sorte de construction qui est dans les inconscients et que les victimes mélanodermes ou les témoins, les lecteurs, leurs familles, qu'ils soient français ou pas, mais qu'ils soient mélanodermes essentiellement, ils disent que les valeurs républicaines énoncées dans l'article 1er de la Constitution et voilà, dans la Constitution, que sont liberté, égalité, fraternité, ne leur sont pas appliquées. Et ce qui est grave, c'est que les jugements qui sont rendus à l'encontre des auteurs leur donnent raison. C'est-à-dire que ces auteurs-là, excusez-moi, ne sont pas inquiétés. Alors, est-ce que la démocratie au sein de la République est soi-disant un rempart contre la tyrannie? Parce que si effectivement on voit un certain nombre de personnes, des grandes gueules, comme je les appelle, qui se permettent effectivement d'insulter à tout va les personnes qui ne sont pas citoyens de ce pays, pour les mettre à la vindicte populaire, est-ce que ces personnes-là sont les remparts contre la tyrannie? Et quelle tyrannie? Est-ce que ceux qui étaient donc qualifiés de gilets jaunes, il y avait des mélanodermes aux côtés donc de leurs frères européens? De quoi parle-t-on aujourd'hui? De quelle lutte parle-t-on aujourd'hui? Un État institué démocratiquement se donne pour but de protéger la population de l'oppression et de l'arbitraire. Ce n'est pas le cas en France. L'arbitraire existe toujours. Ok. Tuer George Floyd et tous les autres victimes, est-ce un sacrifice sur fond de culture religieuse? Ouais, mais là, parce que, excusez-moi, là c'est un autre pays là que tu parles. Excusez-moi, mais c'est important pour moi de le préciser. Parce que les chrétiens du Ku Klux Klan ont recours aux pendaisons des mélanodermes avec la croix glorieuse en flammes. Ce n'est pas rien, la croix. D'accord? Et ils partent en campagne. Contre qui? Les citoyens
américains qui tuent aujourd'hui des Noirs, et qui, heureusement, de plus en plus, ils sont inquiétés. Font-ils des sacrifices expiatoires pour évacuer ce qui est considéré comme l'incarnation de la malédiction dans une société blanche, c'est-à-dire l'accès des Africains américains à leurs droits constitutionnels. C'est-à-dire qu'il faut revenir, non pas à l'émotionnel, mais au système. Parce que les mélanodermes, même s'ils ne sont pas citoyens, ils ont des droits humains. Ok, bah là on a parlé un peu des États-Unis. Je voulais un petit peu, bah, c'est bien parce qu'on rebondit un peu sur l'international. Je voulais avoir ton avis, toi Thibaut, savoir si tu as pu le constater aussi dans d'autres pays qui avaient ce racisme anti-noir et si c'était plus virulent, pardon, ou différent de la Mais France. le problème avec le peuple africain, c'est que malheureusement, le peuple africain étant dépositaire des 5 continents, donc ils sont originaires des cinq Oui, continents, comme les autres peuples veulent prendre la place des populations africaines, mais ils se sont armés pour faire en sorte de les minorer. Je prends le cas des pays du monde arabe, par exemple. mm, Dans tous les pays du monde arabe, 40% de la population elle est noire, mais ils sont mis en situation très difficile. Même s'ils parlent arabe, même s'ils font tout, ils sont musulmans, ça ne sert à rien. Ils sont vraiment minorés à maximum. Au Japon, au Japon, on a une population africaine qui n'existe pratiquement plus. Alors qu'aujourd'hui, dans les îles japonaises, pratiquement toutes les petites îles japonaises sont habitées par les Noirs. Mais on n'en parle pas du tout. Ils sont complètement mis à l'écart et c'est comme ils n'existaient pas du tout. Ça, c'est le cas. Genre. Mais en Afrique, vous avez un pays qui s'appelle la Mauritanie, où les Noirs mauritaniens, composant 70% de la population, sont mis en situation d'esclavage. Ça, il s'agit de l'Afrique. Mauritanie, aujourd'hui, pendant qu'on fait cette vidéo, le Noir mauritanien n'a rien, il est esclave. Ça c'est en Afrique. Au Mali, l'armée française a bombardé par avion un mariage. Un mariage. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les avions sont équipés de caméras et pour voir. on voit ce qui se passe. L'ONU n'a rien dit. Au contraire, Madame Parly, qui est ministre de la Défense, elle a dit non, les soldats français n'ont pas visé une famille qui se mariait, mais c'était des djihadistes. Après enquête, l'ONU a reconnu que les soldats français avaient, de façon, on va dire, volontaire, tiré sur des populations africaines, maliennes, en train de faire un mariage. Vous imaginez ça? Autre chose, aujourd'hui, vous avez une grande cargaison de l'armée française qui traverse depuis la Côte d'Ivoire pour aller jusqu'au Niger, et en passant, ils font des dégâts immenses, puisque les populations ne veulent pas qu'ils traversent. Qu'est-ce qui se passe? Ils tirent à bout portant sur la population. Donc, du coup, on se rend compte que le racisme dont nous parlons, ce racisme-là, il est encore virulent. Et autre chose qui devient normale dans la tête des gens. Comment on peut installer des armées étrangères sur des territoires africains et cela passe comme quelque chose de normal? Et encore Alors, aujourd'hui. oui, aujourd'hui, pendant que je parle, alors que les pays africains et l'Afrique a été bombardés, mis au canon par ces mêmes populations qui aujourd'hui sont en armes sur ces populations africaines et ça passe comme quelque chose de normal. Pourquoi on n'a pas ici en Europe et ailleurs des associations de civils qui disent mais c'est pas normal? Ou même, ou Comment? même, pourquoi pas avoir de. Je pensais que tu allais dire ça, d'armée africaine dans un pays en Europe et qu'il occupe ce pays normalement comme font les Européens en Afrique. On l'a pas ça. Oui, oui, la réciprocité Bah ouais, la peut marcher. réciprocité. Ils viennent avec leur Absolument, armée peut dans un pays marcher. africain. Bah, les Africains peuvent Oui, faire ça dans leur pays, pourquoi ils le font pas? oui, il peut marcher. Et puis même, on va aller plus loin. Les États-Unis, étant donné qu'ils ont aidé à un certain moment les Français à récupérer leur territoire en écartant les Allemands, vous savez que les États-Unis, ils ont des territoires français ici. Et ils ont des militaires qui sont en Allemagne. Ils peuvent détacher des Noirs pour venir ici, en France, pour parader, des Noirs pour parader. Pourquoi pas? Pourquoi ils ne le font pas?
À l'inverse, vous avez le camp de Diogo Garcia. Diogo Garcia, c'est au nord de Madagascar. C'est un camp militaire qui appartient à l'Angleterre et aux États-Unis. Et tenez-vous bien, aucun militaire, ne serait-ce que noir américain ou noir européen, ne met pas les pieds sur cette base de Chagos. Toutes les populations aux alentours ont été virées. Vous imaginez? Le racisme, c'est vraiment quelque chose qui a été institué par les Blancs dans la possibilité de se dire nous allons maintenir les Noirs pendant longtemps. Alors qu'ils peuvent pas. Une suprématie en gros. Une Ça va suprématie au-delà d'une. ça va au-delà de ça. Thomas, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un moment où ils trouvent légitime d'agir comme ça. Je donne un exemple, mais qui paraît banal. J'ai une dentiste qui est de l'Argentine. Et bien avant que je rentre dans le cabinet, on a eu des échanges comme ça. Et elle me dit, mais monsieur, vous venez d'où? Je dis, je suis africain. Il dit, ah d'accord, ok. Elle dit, moi je suis de l'Argentine. Et comme ça, je lui dis, mais madame, est-ce que vous savez qu'il y a des Noirs en Argentine? Vous savez la réponse qui m'a sortie? Mais non, jamais de Noirs en Argentine. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de Noirs en Argentine. Je dis, mais madame, si vous êtes de l'Argentine, vous pouvez vous rendre compte que il y a les Pampas et tout ça, c'est des zones où il n'y a que des Noirs. Même s'ils ont été minorés. C'est une zone africaine. Elle était dans tous ces états. Pour elle, l'Argentine est un pays blanc. Donc j'étais obligé de lui dire, mais madame, les Blancs arrivent en Argentine. À quel siècle? Au 19e. C'est pas longtemps là, qu'ils sont là-bas au 18e. Elle dit, ah d'accord. Ça veut dire que quel que soit le niveau académique de la personne, elle est convaincue que le noir n'existe pas. On en est là. On est dans une culture du racisme. Alors, mais on ne doit pas baisser les bras. Parce que notre zone on va dire, de conquête et de gloire est tellement longue que le racisme de circonstances ne peut pas effacer tout ce que nous avons institué à travers le monde. Alors juste avant, parce on allait sur un racisme, comme disait Thibault, institutionnel, donc à grande échelle aussi, avec l'international, avec tout ce qui se passe, mais il y a aussi des faits divers. Et récemment, c'est d'actualité, c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'il y a une petite fille qui était en 6e qui s'appelle Anna Chloé, qui était dans une école, qui est encore dans un collège privé catholique à Chambéry, et qui a été victime d'injures racistes depuis le début de l'année. Et sa mère avait signalé la direction que sa fille était victime de ces injures. Sauf que la direction n'a pris aucune mesure. Résultat, en fait, le 15 décembre, elle s'est faite, soi-disant, elle est tombée sur le sol, et elle s'est fait hospitaliser. Et on a découvert en fait qu'elle avait une énorme cicatrice, elle a eu plus de 20 points de suture, mais aux images, on dirait qu'elle s'est fait agresser en fait. Et la mère de cette jeune fille, Anna Chloé, est allée se plaindre au niveau de la direction, et ils lui ont répondu très froidement qu'elle était tombée et qu'ils ne pouvaient rien faire. Et quand la mère a demandé les vidéos pour constater ces faits, la direction a refusé les vidéos, de lui montrer la vidéo. Donc c'était pour vous dire en fait que ces actes qui sont clairement racistes peuvent être aussi au niveau des institutions, des écoles catholiques, etc. Et pour montrer en fait que c'est encore d'actualité. Et je voulais un petit peu avoir vos avis sur ça, en fait, sur des faits divers aussi que vous avez pu voir, des actes négrophobes. Et qu'est-ce que vous en pensez aussi de cette affaire, de cette petite jeune fille à Chambéry qui est encore hospitalisée? Non, moi je pense qu'à un moment, l'Africain doit passer à autre chose. C'est-à-dire que, étant donné que les faits sont avérés, déjà, la direction et l'école elles-mêmes doivent avoir réellement des conséquences. C'est-à-dire que le directeur doit être viré. S'il n'est pas viré, une plainte doit être déposée et il doit payer. Il doit payer. L'école elle-même, nous allons mettre aussi la pression pour que cette école, au final, puisse aussi fermer. Oui, c'est vrai, on fait des analyses, mais à un moment, il faut passer à autre chose. On ne peut pas être là et observer que là. Mais c'est tout le temps.
Là, il y a quoi? Il y a 2 ans, il y a un jeune doctorant Diallo, je crois que c'est à Rouen, qui a été sauvagement assassiné dans la rue. Alors, j'ai pas donné tous les derniers faits qui sont passés sur cette affaire. Comme tu dis, faut réagir et vu que cette histoire a beaucoup tourné sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, la mère a fait appel un peu à l'aide de beaucoup de la communauté noire en fait. Et beaucoup de, de Noirs en fait sont descendus dans cette ville à Chambéry, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à la base, donc il y en a certains qui sont venus de Paris, qui ont fait des heures de voiture, et qui ont fait un peu un siège devant cette école. Mais pour l'instant, on ne connaît pas la suite. Mais c'est juste que pour te dire qu'il y a quand même une réaction de la communauté. Voilà, je te laisse Alors, continuer. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller de là, il faut que les plaintes soient claires, il faut que les responsabilités soient dégagées et que ce directeur d'école qui a eu, qui a eu ce cas depuis des mois, qui n'a pas réagi, doit être sanctionné. Hmm. Il doit être sanctionné. C'est là qu'il faut qu'on arrive à ce point. Tant que les gens ne seront pas sanctionnés, qui ne payent pas, les choses n'évolueront pas. Et on leur fera payer ça. En tout cas, Africains du monde s'engagent à être partie civile dans cette affaire pour que, effectivement, il puisse y avoir des comptes réels au plan de la justice. Il faut qu'ils savent, ils doivent savoir que on ne peut plus laisser passer. Rien ne doit plus être comme ça, des faits divers, il n'y a plus rien derrière. Non, non. oui, mais il y a une chose qui était assez étonnante tout à l'heure, je disais perpétuelle, il y a toujours un recommencement. On dit qu'en Afrique du Sud, l'apartheid n'existe plus. Allez en Afrique du Sud pour vous rendre compte effectivement par vous-même si vraiment l'apartheid a été aboli. Hein. Je vous invite à le faire. Là, nous Qu'est-ce que tu veux sommes à dire par là? discuter. Ça veut C'est-à-dire dire que ça existe toujours. Hein. C'est-à-dire que les Bantoustans sont occupés à 90% par des populations africaines. les Et les Bantoustans, c'est. populations de ce pays, les autochtones de ce pays, qu'on appelle l'Afrique du Sud, qui ne s'appelait pas l'Afrique du Sud, n'ont pas accès réellement aux ressources, n'ont pas accès réellement à égalité à des postes dans les banques, etc., n'ont pas réellement, ne sont pas maîtres de leur territoire. Et je m'évertue à dire qu'il faut être souverain là où on est né, là où on va mourir. C'est-à-dire que ce territoire-là appartient aux Africains et les Européens, sur ce territoire-là, vont amener, vont exporter leur vision de l'humain. Hein, en Namibie, ils ont créé des camps, les premiers camps que l'on a vu déployés sous le Troisième Reich avaient déjà été testés en Namibie. Donc, lorsque tu me cites effectivement l'exemple de cette collégienne, ça ne m'étonne pas. Et les réponses qui sont données ne m'étonnent pas non plus. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'affrontement, on est toujours à quémander le pourquoi et le comment. Si ce n'est pas de manière violente aujourd'hui, c'est de manière juridique. C'est une Tu manière penses de qu'on nous dire... quémande, c'est-à-dire. Oui, non, mais c'est usé. Pourquoi l'Européen s'évertue à agir de la sorte à l'égard des mélanodermes? C'est qu'il a un intérêt à le faire. C'est fondamental. C'est pas consubstantiel à sa personne. C'est quelque chose qui est de l'ordre. On expose les procédures pour détruire l'individu mélanoderme. Mais pourquoi? Et on ne peut pas se frapper le torse en disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une explication. En général, il faut regarder que ce sont des méthodes. Et lorsque, effectivement, on a affaire à des méthodes, c'est que l'Européen a compris, à un moment donné de son histoire, qu'il avait intérêt à normaliser, structurer son approche du mélanoderme. Alors, moi, Il l'a fait, mais je vais juste il l'a rebondir. fait, et aujourd'hui, on voit que ces méthodes-là, elle est instillée donc, dans toutes les institutions, les représentants de l'autorité n'arrêtent pas de l'énoncer. Le tout venant, hein, même votre voisin, initié par la presse, hein, pratique en toute impunité les traitements réels et symboliques à l'égard des mélanodermes. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur la richesse. Les mélanodermes sont à l'origine de la richesse des Européens. Et les Européens le savent.
Et Alors, vous ne moi, pouvez pas leur enlever ça. Lorsqu'un Européen va chercher les Africains pour les déporter dans les centres, dans les plantations, c'est parce qu'il sait la valeur du noir. Je voudrais ajouter que l'objet humain n'existe pas à proprement parler. C'est antinomique. L'objet est objet. L'humain est humain. alors Le fondateur Colbert du Code noir a réussi quelque chose. Il a réussi la prophétie. Et cette prophétie-là, elle est fondée sur quelque chose de fondamental. L'or. Elle est passée d'un côté, elle est arrivée là où elle ne va plus jamais sortir. L'Occident. alors, je vais juste te couper. Oui, mais je Qu'est-ce, voudrais qu'est-ce, qu'est- terminer. Là, juste pour revenir sur le concret, là, sur l'affaire de la demoiselle, de la petite collégienne. Qu'est-ce que vous pensez quand il y a des actes comme ça qui se produisent? Que devrait faire la communauté noire? Et parce que j'ai remarqué qu'on a, quand par exemple, quand il s'est passé ce fait, la mère, bah, elle était un peu dépourvue de ressources, il y avait pas trop de monde pour l'aider, donc elle a utilisé les réseaux sociaux pour se faire entendre. Mais si on avait une vraie structure, une vraie entité qui s'en occuperait, je pense que peut-être ça irait beaucoup plus vite, on saurait à qui s'adresser. Comment vous pensez que la communauté noire doit-elle réagir quand elle est face à un acte de anti-noir? Pensez-vous que c'est assez structuré ou ça doit être beaucoup plus, voilà, beaucoup plus organisé? Par exemple, comme Mais, les Black Panthers, comme il y avait à l'époque, mais excusez-moi, mais qui a un groupe ce spécial que pour je ça, suis en quoi. train de dire, c'est que Malcolm X était structuré. Bien sûr. Il y a énormément de leaders africains qui nous ont montré qu'ils étaient structurés. Ce sont des autres éminemment intelligents. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on va découvrir la poudre avec la structuration d'un groupe. On n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas d'aller dans les rues. Kémy Séba a été dans les rues. Aujourd'hui, brigades anti-négrophobie vont dans les rues. Et pourtant, ça n'empêche pas la police d'avoir effectivement des comportements à la limite de l'indécence. Donc peut-être que c'est pas assez alors. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire que, je le dis bien, hein, Colbert a réussi quelque chose, il a réussi la prophétie. Parce que ce sont des chrétiens, ne l'oubliez pas. Ce sont des chrétiens. Pour eux, il y a un fondement à leurs actions. La Constitution européenne, elle est fondamentalement chrétienne. Ce n'est pas rien. On a beau expliquer, aller dans les écoles, aller voir le directeur, lui expliquer que c'est pas bien, le mal. Il vous regarde, et alors? Vous allez voir le juge, et alors? Vous lui dites que les policiers ont fait ça, qu'il y a une victime, qu'il y a un auteur, qu'on attend effectivement un rendu comme il se doit. Et pourtant, il y a impunité. Le tribunal dit, l'action qui a été commise a été bien faite, selon les rituels imposés, que vous ne connaissez pas vous-même. C'est ça qui est dit et qui est renvoyé. Tu penses qu'il y a une sorte de société secrète? Non, ce que je dis, c'est que Colbert a réussi en objectivant l'être humain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est antinomie. Objet est objet, humain est humain. Le principe d'objectivation propre à l'humain relève de l'entendement. Il est fondé sur des représentations intellectuelles. Nommer un humain objet est contraire à l'évidence, car nous appréhendons la réalité en réalisant des catégories, soit les espèces, soit les objets, soit les animaux, mais on ne mélange pas les deux. L'humain occidental peut donc se permettre, par un jeu intellectuel, de créer des hybrides. Et je vais vous dire une chose, les peuples mélanodernes en ont fait et font la triste expérience, excusez-moi, et cela depuis plus de 400 ans, de se voir considérés comme des objets, des choses, alors même que l'évidence s'impose. La nature ne crée pas des cyborgs, ni mi-homme, mi-objet, mi-homme, mi-animaux, mi-femme, mi-homme. Ça n'existe pas. Pourtant, l'humain va le faire. L'occidental va le faire. Malgré une évidence qui est tellement belle au niveau de la nature et qui peut choquer les prétendus suprémacistes européens blancs, l'être humain le plus abouti est le résultat du mélange génétique. Sans le noir, le blanc n'aurait pas existé.
ce qui est l'un des plus grands enjeux de ce siècle et qui se déroule sous nos yeux actuellement est de savoir à qui va profiter cette richesse génétique en développement. Avec le Covid, avec l'ARN, on est en train de créer de nouveaux humains. Ok, Qui je, va en je voulais laisser rebondir Thibaut. Non, Attends, je voudrais... si on pouvait laisser aussi rebondir un peu Thibaut, parce qu'il n'a pas trop parlé, voir aussi un petit peu ce qu'il en pensait, parce que j'avais fait une question et là on part un peu sur un autre sujet, c'est savoir si comment réagit la communauté, est-ce que c'est assez structuré ou pas. Je voulais avoir son avis sur ça. Oui, moi je pense que la communauté, comme le dit Dessou, la communauté s'est organisée et est venue soutenir, comme tu l'as dit toi-même, à Chambéry, la famille. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que ça doit aller au-delà de la communauté. Ça doit être maintenant quelque chose d'individuel. C'est-à-dire que chaque individu qui a l'information doit se constituer en partie civile pour attaquer l'école et attaquer la direction. C'est-à-dire que chaque Africain doit en faire son affaire. C'est à ce niveau-là qu'on doit être. On doit plus être au niveau de recevoir et de se dire « Ah, peut-être que quelqu'un d'autre fera à ma place ». Non. Il faut, à chaque action posée, il doit y avoir une réaction en face. Il n'y a que comme ça que les choses vont Mais réellement est-ce que tu changer. penses qu'il faudrait peut-être aussi une grosse entité, un petit peu comme la BAN, ou en gros, ouais, voilà, comme un peu les Black Panthers un peu des États-Unis, une grosse entité structurée qui puisse faire des actions et qui évite que ça soit un peu trop éparpillé, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Mais Thomas, ce que je suis en train de dire, écoute bien, ça va au-delà même de la grosse entité. Je donne un exemple. Ici en France, il y a les élections présidentielles. Tous les candidats, sans exception, gauche ou droite, disent nous allons interdire que les Africains ramènent l'argent de leur travail en Afrique. Personne ne respecte. On trouve ça normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire individuellement, chaque Français est conscient que le noir il fait ce qu'il veut. Maintenant, l'inverse, je suis en train de dire, Thomas, que chaque Africain doit se constituer pour dire que quand il y a quelque chose de posé, chaque Africain doit poser un acte. Mais ça, c'est plus fort que n'importe quel groupe. Et que si c'est fait ainsi, tu verras que le groupe dont tu fais allusion, mais le groupe lui-même, il sera là. Mais l'efficacité individuelle est tellement forte qu'on n'a plus raison d'aller là-bas, même si les groupes sont là. Africains du monde existent, il y en a d'autres qui existent. Mais je pense que chaque Africain doit en faire un devoir de défendre un Africain qui est touché. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Et à l'inverse, de l'autre côté, en Afrique, les Africains doivent récupérer leur territoire, leur richesse, et les choses vont changer. C'est-à-dire que quand tous les matins, les gens ne pourront plus boire leur café et leur chocolat, ne pourront plus avoir la lumière qu'ils ont en ce moment, parce qu'il faudra qu'ils payent l'uranium au Niger, il faudra qu'ils payent le cacao au prix qu'il faut payer. En ce moment-là, les choses vont changer. Alors, Parce que individuellement, les choses sont en train de changer. ça va être difficile. Ça va être difficile, mais j'ai espoir, Thibaut. Et comme je l'ai dit, hein, on a en face de... L'Afrique a en face d'elle, et les mélanodernes ont en face d'eux des êtres extrêmement déterminés parce que leur survie dépend effectivement de cette connexion, de cette liaison avec l'Afrique et avec les mélanodernes. C'est essentiel. Sur plein de points, je viens de l'exposer avec en phase. Nous, les peuples mélanodernes, soi-disant exclus de ces enjeux et se portant victimes de ce hors-champ, mais pleinement au cœur des préoccupations des autres, nous nous gargarisons de leur représentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se les approprie et c'est tout. On peut les combattre, mais on se les approprie de cette manière-là. Au niveau intellectuel, on pense à travers les schèmes mentaux qui nous ont inculqués. Alors, il y a quand même une évidence, hein, ceux-là même qui ont construit ces méthodes de transformation de nos êtres en objets sont ceux-là même qui continuent à faire du mélanoderne un humain-objet. C'est-à-dire que lorsque vous êtes face à un patron et qu'il est effectivement en recherche d'un sous-prolétaire, il va chercher le sans-papier.
Il va le mettre dans des conditions de travail extrêmes. Il peut tomber du toit, bon, éventuellement, il peut y avoir une inspection, mais après, il peut cacher les conditions donc, de la chute. D'accord ? Ce que je suis en train de dire, c'est que le système capitaliste tel qu'il est fondé a besoin effectivement du mélanoderme qui est un sous-homme. Et cette condition-là, elle se construit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des méthodes. Et lorsque l'on a des homicides, lorsque l'on a comme cette petite fille qui a été agressée, qu'est-ce qui continue à dire ? Qu'est-ce qui continue à faire du mélanoderme un humain-objet et donc imbriqué dans le circuit de la production. C'est-à-dire que le mélanoderme est sacrifié, il est abattu, dénigré, comme un surplus de ce système de production de la richesse. C'est-à-dire que lorsqu'il nous élimine, il ne nous élimine pas comme des humains, il nous élimine comme le produit d'un système économique qui fonde leur richesse. On est à chaque fois éliminé comme un surplus. Celui qui bénéficie de la richesse sur ces humains-objets s'octroie donc le droit en toute impunité de l'éliminer par la violence de façon symbolique. Les autorités ont fait leur décompte. Il y en aura d'autres par bateau et ils iront les chercher ou ils vont les faire venir et ils vont en créer de nouveaux cyborgs, humains-objets, qui a été fondé par le Code Noir. Nous étions les premiers cyborgs, humains-objets. Ok. Je voulais revenir sur un petit peu sur tout ce que vous avez dit et je me posais la question, est-ce que vous pensez plutôt que s'assimiler un maximum, par exemple dans cette société, avoir oublié nos prénoms africains, avoir oublié notre spiritualité, être fondu dans la masse, est-ce que ça serait peut-être ça notre solution, de tout oublier le passé, et c'est peut-être ça qui va être la solution pour éradiquer ce racisme anti-noir. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense que déjà il y a quelque chose qu'on doit tous savoir, c'est que contrairement à ce qu'on pense, tout le monde utilise notre façon de faire. C'est-à-dire que les noms actuels, les noms allemands, les noms français, tout ça, ont tous une origine africaine. Elles ont juste été réadaptées à la circonstance locale. Et entre-temps, il y a eu aussi des guerres, colonisation, esclavage et tout, et les choses ont été inversées. Et tout ce qui est nom et tout ça, ça ne leur appartient pas. Je vais prendre un exemple concret dans le cas du Japon. Prenez n'importe quel nom japonais, vous avez sa correspondance au Congo, au Cameroun, au machin. En France, c'est pareil. Donc, moi je pense qu'il n'y a pas lieu de faire un système d'assimilation. C'est pas possible parce que c'est nous qui avons la matrice. Adjessou l'a dit tout à l'heure, l'être complet, l'être conscient, l'être fort, c'est l'être africain. C'est-à-dire que les gens nous copient en essayant d'effacer l'original. Mais non, on n'a pas à s'assimiler, puisque tout leur code, tout ce dont ils bénéficient, tout ce qu'ils font est africain, est foncièrement africain. Vous savez, vous avez un candidat qui se présente aux élections présidentielles, qui dit que il est peut-être préférable que les gens s'appellent Colette, ou les gens s'appellent comme eux, mais s'ils savaient que l'étymologie et l'origine de Colette et tout ça ramène à l'Afrique. Et que lui-même, en tant que Zemmour, il n'a pas sa place dans sa propre mentalité qu'il veut faire. Mais je comprends, parce que vous savez, quand il y a eu l'esclavage blanc contre blanc ici, les génissaires, c'est-à-dire que les personnes blanches prises en esclavage, qui ont été castrées, étaient chargées d'aller chercher d'autres esclaves pour les ramener ici, à Cordoue, à Montpellier, et j'en passe. C'est-à-dire que la personne qui est chargée de maintenir l'autre dans le gouffre, cette même personne a subi la même chose. Pour revenir à Zemmour, en France, lui-même, s'il fallait agir de façon logique, il serait mis hors course de l'élection. Parce qu'il n'est pas français de souche. Les seuls français de souche, les seuls européens de souche, ce sont les Africains. Les autres sont venus après.
largement après. Vous irez dans toutes les armoiries, vous verrez qu'ils appartiennent tous aux Africains. Et de temps en temps, on fait des efforts, on va dire, des efforts de datation pour éloigner la parenté africaine. Donc, il y a 5000 ans, les Anglais ont trouvé qu'il y a 5000 ans, ils avaient une origine africaine. Mais pourquoi aller aussi loin jusqu'à 5000 ans? Puisqu'ils sont une royauté. La royauté est un legs africain. Les rois sont africains. Donc, on n'a pas besoin d'aller très loin. Si on veut être objectif, on ne va pas très loin. On retrouve les traces africaines un peu partout. Donc, l'Africain n'a pas à s'assimiler. L'Africain a juste à prendre sa place, puisqu'il est chez lui. Et tout le monde utilise son savoir, son intelligence, son organisation. Sauf que il n'a pas la contrepartie. Donc, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on s'assume partout où on est en tant que propriétaire. Point, pas. Hachensout, Oui, est-ce que tu excusez-moi. penses que l'assimilation serait la solution ou plutôt tu partagerais l'avis de Thibaut? Alors, moi, j'ai un peu de mal avec la question parce que la dernière fois, j'étais intervenue sur le terme assimilationniste par rapport à la départementalisation qui est quand même inscrit donc dans la Constitution. C'est l'assimilation. C'est donc quelque chose que nous vivons actuellement depuis 1949 en tant que Guadeloupéenne, Martinique, etc. Donc, vouloir encore qu'il y ait plus d'assimilation, je ne vois pas l'intérêt. Je crois que je suis beaucoup plus en train de réfléchir sur le désengagement. Le désengagement. On a tout dit, on voit effectivement à quel point l'Afrique est dévastée, les êtres sont dévastés. Il y a un post-trauma qui traverse les générations et on fait comme si de rien n'était. Il n'y a pas très longtemps, du 9 au 10 décembre, s'est tenue aux États-Unis donc une conférence sur la démocratie. Comme tout à l'heure, on essayait donc de dégager un petit peu qu'est-ce que c'est que la négrophobie. On a dit beaucoup de choses, on a parlé de la République, on a parlé donc de la démocratie. Je rappelle que la démocratie, c'est quand même un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions politiques par le vote, et il y a des personnes qui sont non-citoyens parce qu'ils ne sont pas français, et la question c'est de savoir quel est le statut qu'ils peuvent avoir et comment est-ce qu'ils peuvent participer à la vie de la cité. Alors lorsqu'il se tient aux États-Unis, lorsque l'on sait comment a été fondé ces États-Unis, on peut s'interroger comment un tel pays peut s'arroger le droit de dire au monde qu'est-ce que la démocratie. Avec humilité, je dirais en tant que Française, et on peut le dire en employant ce terme, ils ont le droit. Comme les Français se disent et se targuent de dire, nous avons le droit de nous intéresser au devenir de l'Afrique. D'accord? Donc, lorsque tu m'interroges sur qu'est-ce que l'on peut faire, c'est s'interroger sur l'engagement dans des structures qui vont à l'encontre de l'Africain. Donc on doit parler de désengagement. On doit réinventer un langage politique. Tout à l'heure, j'ai parlé du cyborg. On a de l'expérience. On a été objectivé. On a été des objets. Aujourd'hui, il parle du cyborg. Il parle de la création de l'homme-machine. Nos ancêtres ont été des machines. Aujourd'hui, ce que l'on demande, c'est être dans des statuts d'humains. Mais même l'humanité de machine, ils veulent nous maintenir encore en tant que machine. Donc, ils ont créé l'humain-machine. De manière un peu moderne, ils vont démocratiser ça en disant l'homme peut être une femme, la femme peut être un homme, l'enfant peut être une bête, etc., etc. Vous voyez? L'homme peut ne pas jamais mourir. Donc il peut être un zombie quelque part. Donc ils veulent égaliser ce qu'ils ont mis et qui ont fondé leur civilisation, c'est-à-dire qu'ils ont fondé avec les mélanodermes l'homme hybride, ils veulent le démocratiser. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que ce sont des nouveaux citoyens du monde, au-delà du citoyen qui participe à l'avenir d'une cité, au niveau du monde? Est-ce que les nouveaux cyborgs vont pouvoir avoir droit au chapitre? Devons-nous aujourd'hui en passer par là? Parce que la question de savoir si on doit s'assimiler, on l'est déjà.
parler du désengagement, beaucoup de militants ont réfléchi à ces questions et ont du mal à le faire aboutir. Ok. Donc en gros, si on devait terminer ce podcast, ça serait quoi le mot de la fin en ouverture pour toi, Thibaut? Oui, bon déjà, je te remercie pour avoir Merci à organisé toi. vraiment ce thème sur la négrophobie parce que la France est un pays depuis plus de 45, un pays institutionnellement, foncièrement négrophobe. D'ailleurs, Est-ce que j'ai oublié de vous mettre une donnée, ça me revient maintenant. 31% de la population des DOM disent avoir subi du racisme et 47% pour ceux d'Afrique subsaharienne. Donc même si on vient des DOM, on peut être aussi toujours victime de racisme anti-noir. Voilà, je te laisse continuer. Oui, parce que je ressaute dessus. C'est-à-dire que déjà même le principe, c'est-à-dire que le racisme a débordé la géographie. Mm. On considère que on peut être français tout en étant en Mayotte. Et quand on fait ses enterrements et son mariage, ce qu'on évoque, c'est pas la même chose qu'on évoque ici quand on est dans le 12e arrondissement de Paris. On considère qu'on peut être français en étant en Nouvelle-Calédonie. Et quand on fait la fête des ignames, ce qu'on évoque, c'est ce qu'on se passe aussi en Côte d'Ivoire. Donc à un moment, ce raciste qui fait en sorte qu'on ne puisse pas nous voir nous-mêmes tels qu'on est, mais nous utiliser quand c'est utile, on doit mettre fin à tout ça. Et je pense que l'Africain doit se dire que on a donné à cet Africain la charge de guider le monde. On ne lui a pas dit de rester à la queue du monde. Non, on a dit, tiens, tu as la charge de guider ce monde parce que tu es le premier humain. Donc c'est à toi de mettre de l'ordre. Il appartient à chaque Africain, chaque Africaine, de faire ce qui est en son âme intérieure pour se faire respecter partout où il se trouve, parce que partout où il se trouve, il est le maître, il est le propriétaire, quelle que soit l'éducation qu'on peut lui faire pour lui faire oublier qu'il est le propriétaire, qu'il est le maître, et que c'est le voleur qui devient le propriétaire. Je lui dis qu'il est chez lui partout et que par conséquent, il doit se faire respecter. Je te remercie et je remercie Adjetsu. Merci à toi. Hachem Sout, le mot de la fin aussi. Oui, alors, on a. C'est un peu difficile à dire, mais tout à l'heure, j'ai parlé du perpétuel. Et ça veut dire que l'on tient ce qu'on appelle un compte, on fait un décompte. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un décompte macabre, et je m'évertue à le dire. C'est un décompte macabre au sein des républiques. C'est-à-dire qu'on a une organisation qui tient les comptes du surplus d'humains et du traitement qu'il va subir parce qu'il en fait, ils vont faire de ces êtres humains des non-citoyens. D'accord? Donc ces non-citoyens vont être transformés, et c'est pas pour rien, en sans-papiers, en cyborgs, etc., comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc il y a quand même un enjeu fondamental. Hein. On n'est pas là dans le rêve, etc., et à trouver des solutions, parce que les véritables solutions, ils l'ont déjà programmé. Je rappelle que Biden a convié 17 pays africains à ce sommet sur la démocratie. La démocratie avec l'idée effectivement qu'il y a des citoyens qui vont s'engager pour pouvoir énoncer le devenir de leur pays. Okay? Donc il y avait le Ghana, la République démocratique du Congo, etc. Je voudrais rappeler quelque chose qui est essentiel, c'est que Wilson, le président Wilson, au sorti de la Première Guerre mondiale, avait un bel idéal qui s'apparentait, comme l'identité des Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ont posé un principe fondamental, c'est-à-dire ne plus s'entretuer entre Occidentaux. Pourtant, il y a eu la guerre de Sarajevo. D'accord ? Ensuite, ils ont dit plus jamais. Ils ont posé comme base de maintenir des relations internationales apaisées à partir d'un certain nombre de points, notamment sur la démocratie, l'abolition de la diplomatie, etc., et notamment sur le droit à l'autodétermination pour les pays, pour tous les peuples. Est-ce que c'est une vérité aujourd'hui ? Même en Afrique, il y a des meurtres ciblés. Il y a de la négrophobie. Donc, pour ne pas terminer sur un point
comment dire, désespérant. Je voudrais rejoindre Thibault en disant que c'est un peu organisationnel. Il suffit d'être un peu réformiste, de penser en termes de réforme et de vouloir absolument participer en tant que citoyen ou d'acquérir un statut qui permette de s'investir davantage dans ce pays ou dans les pays occidentaux dans lesquels se trouvent les afro-descendants ou les Africains, etc. La question c'est, et je le dis, hein, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de la réforme? Et je m'évertue à vous dire, soyez costaud. L'Afrique est un très beau continent. Voilà. Ok, bah, merci à vous en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous. N'hésitez pas les auditeurs à laisser vos commentaires sur ce sujet. Si vous voulez, si vous avez été aussi victime, pourquoi pas bah, malheureusement d'actes anti-noirs. Et aussi, bah, Thibaut nous montre son livre. J'avais mis les liens de livres de Thibaut au bout. Donc si vous voulez vous procurer ces livres, bah, d'ailleurs si tu voulais en parler encore un petit peu avant qu'on termine, Thibaut. Oui, justement, sur le racisme, justement, dans ce livre, j'évoque le cas quand même d'un grand continent qui est l'Australie, qui a été complètement vidé de sa population. Et aujourd'hui, les Africains d'Australie représentent 2% de la population. J'en parle, la Tasmanie aujourd'hui n'existe plus. C'est-à-dire que le dernier noir qui était, il a complètement disparu. La Nouvelle-Zélande aujourd'hui, quand on voit la Nouvelle-Zélande, on voit que des blancs, alors que la Nouvelle-Zélande n'est pas un pays blanc. La Nouvelle-Zélande est un pays noir. Donc, le racisme est une réalité. Et comme le dit Adjessout, on ne peut pas rire avec. On doit prendre des mesures pour être debout. Et pour être debout, il faut agir. Donc je vous conseille vivement d'acheter ce livre, de le lire et de comprendre les enjeux de notre société. Alors ton livre, pour ceux qui vont écouter le podcast en audio, tu peux rappeler le titre? Donc c'est l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite. Très très bien. Les Africains sont positionnés partout en tant que maîtres. Donc ils ne peuvent que faire leur devoir. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Est-ce qu'on le commande sur Internet ou Oui, le livre il est disponible. Vous m'appelez directement, je vous l'envoie chez vous par la poste. Vous l'avez aussi sur Internet, c'est-à-dire sur la FNAC. Vous l'avez aussi sur Amazon aussi. Ouais. Amazon aussi, c'est disponible. Mais la meilleure façon, c'est de le commander directement via mon téléphone et tout ça, je vous l'envoie directement. Ou te laisser un commentaire sous la vidéo et on te contacte à ce moment-là. De toute façon, je mets à chaque fois un lien de ton livre Amazon sous la vidéo pour se procurer. Ça marche. Bah, merci en tout cas à vous. Pensez à vous abonner à ce podcast, pensez à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu et à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain contenu. Merci à vous, à la prochaine. Merci Thibaut.